Bonjour et bienvenue, nous sommes sur le plateau d'Azinat et aujourd'hui nous recevons François Lafont qui est maire de l'Hercoul et qui est tête de liste en Ariège pour la liste Occitanie Populaire. On verra un peu comment elle est composée. Et donc c'est une liste qui est soutenue par la France Insoumise, NPA, la gauche démocratique et sociale, Ensemble, Parti de gauche, Génération Climat. Et elle est menée par Myriam Martin pour les élections du 20 et du 27 mai. Alors François, bonjour. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de ces élections. Hein. On va avoir, allez, on va dire 25 minutes ensemble pour parler de tout ça. Avant de parler du programme, hein, des propositions que vous faites pour notre belle région d'Occitanie, parlons un petit peu du constat et peut-être du bilan de ce que vous pensez de ce qu'a fait l'équipe de Carole Delga pendant la dernière mandature. Je dirais, si vous me permettez, beaucoup de communication et avec forcément des choses qui ne correspondent pas à ce que nous prônons. Je prendrai 3 exemples, si vous me le permettez. Des projets éco-criminels. Je pense à la privatisation du port de Port-la-Nouvelle. Je pense à la méga-scierie Florian près de Lannemezan. Je pense au projet de l'autoroute Castres-Toulouse. Alors on n'aura pas le temps de tous les développer, mais je reviendrai, si vous permettez, sur celui de Port-la-Nouvelle parce qu'il est emblématique. Exemple de cette communication sur l'agriculture. Carole Delga dit on est la région qui a le plus de bio. Elle oublie de dire que c'est la région qui consomme le plus de pesticides. C'est-à-dire que le discours doit être global, je trouve, et que c'est cette opération-là qui marche. Et je prendrai un 3e exemple sur la mobilité au cours de notre entretien, si vous le permettez, à propos des TER. Le fait que la ligne Toulouse-La Tour de Carol soit en fait scindée en deux, Toulouse-Foix et Foix-La Tour de Carol, et que sur le tronçon Toulouse-Foix, la région a mené une politique pour autoriser un train à un seul conducteur, ce qui entraîne des gros problèmes de sécurité. Donc dans le même laps de temps, Carole Delga se lance dans une surenchère sécuritaire, y compris pour soutenir des manifestations de policiers pour lesquelles la Constitution et la justice sont les problèmes. Je pense que cette conception de la sécurité serait beaucoup plus intéressante si elle s'appliquait réellement au profit des habitants de l'Ariège dans les transports, plutôt que de faire de la surenchère et du suivisme électoral dans une forme de lepenisation des esprits. Mais ça, je pense que nous pourrons y revenir aussi. Alors, on va parler justement de transport, hein, puisqu'il est une des grosses compétences de la région Occitanie, sur un budget aux alentours de 3 millions d'euros. Je crois que le transport avoisine plus ou moins le milliard d'euros. On voit les TER, hein, vous parlez de TER, on voit ces beaux TER tout en rouge. De rouge vêtu, on va dire, les bus, hein, donc le transport scolaire, les bus à 1 euro. Donc la région quand même a investi ce champ de la mobilité depuis le mandat de Carole Delga. Et donc il vous semble que la chose n'est pas prise par le bon bout. Non, je prendrai plusieurs domaines. D'abord, vous avez évoqué les bus. Moi, je trouve aberrant qu'il n'y ait pas de correspondance entre les bus et les gares. À quoi sert une gare multimodale comme à Foix si le bus qui vient de Saint-Giron ne s'arrête pas à la gare? De même, des personnes qui viennent du pays d'Olme ont ce type de problème. À Pamiers, c'est pareil. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire déjà là-dessus. Concernant les TER, il faut savoir
qu'il y a une convention entre la région et la SNCF, qui est en train d'être renégociée dans la plus grande opacité, c'est-à-dire que personne ne sait, ni les usagers, ni les agents de la SNCF, de quoi ils retournent. Et cette négociation, elle est vitale, parce que la loi prévoit que sans convention, les régions ont obligation, à partir de 2023, de privatiser, de mettre en concurrence 10% des tronçons. Ce que j'observe, c'est que, et le constat va peut-être paraître sévère, mais je le pense très sincèrement, c'est que sur le tronçon Toulouse-Foix, qui est la ligne qui marche le moins bien en Occitanie, sans ponctualité, rien. En dépit de 2 accidents, dont un a fait des morts, à des passages à niveau, on demeure dans l'idée un train, un conducteur, pas de contrôleur, rien. Les seuls qui ont proposé que l'on remette un contrôleur, c'est les élus autour de Myriam Martin. Il faut comprendre qu'aucune force ne nous a rejoints sur cette question-là de la sécurité. C'est aussi valable pour l'entretien des voies. La SNCF a des entreprises, et l'un de nos camarades, Régis Rousse, est d'ailleurs candidat au départemental à Foix. Il travaille à la SNCF sur l'entretien des voies, mais souvent on préfère faire appel à des entreprises du privé, mieux disantes financièrement, au nom de cette loi de la concurrence. Le résultat des courses, c'est sur la ligne de Luchon, près de Cap-Verne, une entreprise qui a connu un accident, 2 morts. Alors je ne veux pas paraître grandiloquent, mais je pense simplement que nos vies valent mieux que les profits. J'ajoute que cette négociation est l'objet d'un bras de fer financier, puisque la SNCF, évidemment, réclame plus que ce que la région au départ était prête à faire, plus d'1 milliard d'euros apparemment, alors que la somme était moindre. Donc je pense que la région, de ce point de vue, n'est pas allée jusqu'au bout de ces outils. En plus, toute la propagande que l'on a sur les gares multimodales, s'il n'y a pas de correspondance assurée, pourquoi ne pas réouvrir, par exemple, près de la Charmille, la gare qui permettrait à des bus venant du Pays d'Olme, avec un parking facile, de faciliter ces mobilités douces dont on parle. Alors, on parle au travers du transport et de la SNCF, plus largement peut-être des services publics, qui est quand même le cheval de bataille de Occitanie populaire. Pour vous, les services publics sont un rempart pour les inégalités. C'est ce que je lis dans le programme que voici, qui est Absolument. Un feuillet en cote. Alors, est-ce qu'on peut préciser tout ça, et avant qu'on puisse parler de l'importance peut-être de la culture, qui est aussi un cheval de bataille que vous avez enfourché? Absolument. Sauf qu'il faudra aussi qu'on parle peut-être du social, puisque dans toutes les enquêtes d'opinion, l'emploi est au centre des préoccupations. Mais sur les services publics de proximité de santé, par rapport à des risques de désertification médicale, qui dans la région ne sont pas un vain mot. Par exemple, des regroupements d'hôpitaux dans les Hautes-Pyrénées, etc. Mais comment peut-on créer de véritables centres de santé? La région ne s'en préoccupe pas. Alors les maisons de santé sont un palliatif, mais cela ne va pas assez loin. Les trésoreries, les services publics de proximité sont aujourd'hui très souvent abandonnés. Donc c'est une problématique extrêmement importante pour toute une série de territoires ariégeois qui subissent de plein fouet la logique de la concurrence depuis la loi NOTRe, qui veut mettre les territoires en opposition et en concurrence. Pour simplifier,
Est-ce qu'on peut accepter qu'en Ariège, il y ait une Ariège utile, celle de la Basse-Ariège, autour de Saint-Verdun, de Pamiers, métropolisation toulousaine oblige, et qui est utile, parce que relativement proche de Toulouse, par rapport à des territoires qui sont totalement délaissés. Ces services publics, c'est aussi les questions des écoles, les postes. Ici, nous avons, tout près d'ici, à Dreuil, une grande grève des postiers qui dure depuis plus de 80 jours maintenant, sans que la moindre proposition ne soit faite sérieusement, et où tous les acteurs régionaux ou départementaux n'ont pas joué, je pense, leur rôle de pression que des élus devraient faire au service de leur population. Alors on dirait que vous mettez sur le tapis une politique quand même qui relève un petit peu du plan national, hein, puisque les services publics, globalement, c'est une attaque qui est faite sur tout le territoire. Hein, les postes qui ferment, les écoles qui ferment, ça date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut véritablement mettre ça sur le dos du bilan de Carole Delga? Je ne sais pas. Mais vous souhaitiez qu'on parle de ce contexte national qui peut impacter un peu l'ambiance qu'il va y avoir sur ce scrutin régional. Oui, parce que le contexte national, il est nauséabond. Il est nauséabond. D'abord, le président de la République a clairement exprimé que l'on était sorti de cette pandémie. Moi, j'en suis pas sûr, mais c'est un autre débat. Et que maintenant, on allait pouvoir revenir aux réformes de l'assurance chômage, des retraites, peut-être de l'assurance maladie. Moi, je traduis ça clairement, vous allez passer à la caisse. C'est-à-dire que toute l'aide qui a été accordée, il va bien falloir payer la note. Donc, c'est un premier élément du contexte national. Et puis, il y a un deuxième élément de ce contexte qui est absolument nauséabond, glaçant, comme a dit quelqu'un d'autre. C'est cette surenchère sur les questions sécuritaires et identitaires, avec la loi de sécurité globale, avec le débat sur le séparatisme qui aboutit finalement à stigmatiser et à assimiler une partie de la population à des gens que l'on ne veut pas. Et là-dessus, moi, je dois dire qu'il y a une ligne de partage très importante. Nous n'avons pas été à la manifestation des policiers factieux qui ont exprimé devant l'Assemblée nationale, sur un lieu sacré de la République, n'est-ce pas, que pour eux, ce qui nuisait à leur efficacité, c'était la justice et la Constitution. On est dans un état de droit. Il faut voir que notre tête de liste a été menacée, a dû porter plainte. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui, où Jean-Luc Mélenchon est obligé de porter plainte par rapport à une vidéo sur YouTube où on apprend comment tuer un militant de la France insoumise. Donc on a un climat vraiment nauséabond. Quand une élue de l'Ariège est jetée à terre lors d'une manifestation de la Confédération paysanne en dépit de son écharpe tricolore. Alors vous parlez de la députée, de l'Ariège, Bénédicte Taurine. Quand elle est jetée à terre, alors qu'elle ne commet aucune agression, aucun acte de violence, pour moi, le policier qui fait ça, je ne le connais pas évidemment, n'est pas républicain. Et je ne voudrais pas que dans ce climat délétère, dans cette course à l'échalote sur ces éléments sécuritaires, il y ait une véritable forme à la fois de macronisation du lepénisme et de lepénisation du macronisme. Moi, je suis désolé, je vais le dire très violemment. Quand j'entends M. Darmanin, je crois entendre M. Mariani. Il faut qu'on me dise où est la différence. Je ne vais pas rentrer avec vous dans des débats théologiques dignes du Concile de Trente, ça nous mènerait trop loin. Là, je ne comprends plus où on en est, sérieusement. Voilà. Et donc,
Vous ajoutez à cela la difficulté à faire campagne dans la sortie de pandémie, le caractère d'expression démocratique dans cette campagne, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, c'est quelque chose qui pose un véritable problème. Donc je suis très inquiet, moi, par ce milieu-là, par ces éléments-là. Et quand Carole Delga, pour revenir aux enjeux régionaux, dit « je suis le seul rempart », et qu'on voit qu'elle se lance dans une surenchère, alors même que sa politique ne le permet pas. On a parlé des TER et des trains à un seul conducteur. Je me dis que là, on joue au pyromane. Et donc, ce contexte-là pose un gros problème. Alors, merci pour ces quelques minutes qui nous rappellent un petit peu le contexte national. Vous pensez, ou quand vous êtes sur le terrain, vous pensez que les Ariégeois ont à l'esprit cette problématique nationale quand on va leur parler de leur quotidien d'Ariégeois, soit des agriculteurs, soit des gens qui travaillent dans les associations culturelles du département. Chacun peut avoir cette idée que la région peut aussi avoir un impact sur la démocratie de tous les jours et le respect des valeurs de la République, ou est-ce qu'on est plutôt sur une institution qui va aider au quotidien, comme le fait le département dans son volet social, de protection des Ariégeois. La région est là pour structurer des grands ensembles et a des compétences particulières. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement c'est les mêmes enjeux ou non? Alors je comprends que ce qui se passe au niveau national, ce soit un peu gênant, hein, même beaucoup, mais pour en revenir un peu à la région, est-ce que le quotidien des Occitans ou des Occitaniens, je ne sais pas comment on les appelle, regarde un peu Paris, hein, parce qu'on sait très bien que le prisme parisien, c'est toujours important en France, malheureusement. Moi qui suis un peu un régionaliste de l'étape, est-ce que vous pensez que c'est fondamental? Je dirais qu'il y a les deux, si vous permettez. Si on interroge, quand on regarde les sondages qui interrogent la population d'Occitanie sur ses priorités, 1, l'emploi, 2, la santé, 3, l'éducation, 4, l'écologie. Mais je suis quand même bien obligé d'observer qu'il y a cette surenchère sécuritaire et identitaire qui est posée par Carole Delga sur les polices municipales, sur les caméras de surveillance. À en croire la municipalité de Foix, on dirait que Foix c'est Chicago. Bon, là-dessus. Donc vous avez tout à fait raison dans le sens où, quand vous interrogez les gens, enfin quand les instituts de sondage comme l'IFOP les interrogent, c'est l'emploi qui arrive en tête. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il se passe un état d'insécurité sociale sur laquelle la région joue un rôle. Dans notre journal de campagne, nous avons d'ailleurs mis un comparateur de vote qui est extrêmement intéressant pour voir qui a voté quoi exactement. Par exemple, sur le fait qu'on n'aidera pas des entreprises qui licencient, alors qu'elles ont reçu massivement des aides. Vous avez par exemple Figeac Aéro, des aides, plan de licenciement. Vous avez AK Technologies, des aides, licenciement. En Ariège, sur l'usine de Sabar, dans des technologies de très haute conception intellectuelle pour l'aéronautique, y compris l'aéronautique stratégique, les avions Rafale, on a donné ça à des entreprises chinoises, Xinjiang, pour ne pas la nommer, laquelle, après avoir récupéré le savoir-faire en 2 ans, licencie et ferme le site. Donc, la région a un levier en soumettant la conditionnalité des aides, vous ne licenciez pas. D'ailleurs, ce contexte national, où à entendre M. Bruno Le Maire, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan social, c'est faux. L'Ariège est directement impacté et durement impacté dans toute sa zone industrielle du nord du département en tant que sous-traitance de l'aéronautique.
Donc sur ce plan-là, sur cette première priorité, non seulement la région doit changer de politique, et c'est pour ça que nous nous présentons, pour impulser une nouvelle politique sur ce plan-là, mais c'est la priorité totale des habitants. La santé, on en a parlé tout à l'heure très rapidement avec votre question sur les services publics. Peut-être pas inutile que j'y revienne tout de suite. Les questions d'éducation, avec les questions des cantines qui doivent être gratuites pour ceux qui touchent l'allocation rentrée, la véritable question des transports. D'ailleurs, à ce propos, quand Carole Delga se gargarise, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, du fait qu'elle a instauré la gratuité pour les étudiants, alors que c'est une carte d'abonnement. Bon, c'est très bien, c'est une carte d'abonnement, mais ce n'est pas la gratuité. Donc je pense que ces préoccupations extrêmement concrètes sont celles qui intéressent les Ariégeois, les habitants d'Occitanie en général. Donc, par contre... Oui, allez-y. J'allais dire à gauche toute pour la région Occitanie, on l'a bien compris dans votre discours. Ça va se traduire comment au niveau des politiques culturelles et qui dit culture, qui dit aussi agriculture pour l'Ariège? Sur la question de la culture, je ne prendrai qu'un exemple qui là encore les contre-vérités. L'Ariège est un territoire remarquable pour la culture. C'est plein de lieux, c'est une vie associative tout à fait remarquable. Bon, ici, bien évidemment, les marionnettes, le théâtre de Tourtouze, des sites, enfin partout. Je n'évoque pas volontairement la scène nationale de l'Estive, mais qu'un département comme l'Ariège est une scène nationale, tout à fait fondamentale. Des festivals magnifiques, etc. Grâce à des associations, grâce à des gens. 73 millions d'euros sur un budget de plus de 3 milliards. Carole Delga traduit ça 3%. C'est pas 3%, c'est 2,3% du budget de la région consacré à la culture. La moyenne de l'ensemble des régions, c'est 2,7%. On est là encore, vous voyez, dans une politique qui se réduit à une opération de communication. Alors prenons les problèmes sérieusement. Prenons les problèmes sérieusement et passons réellement à ces 3% en injectant au moins 10 millions d'euros d'aide pour les intermittents, pour les associations, pour revivifier ce tissu. Parce que ce que la pandémie a montré, c'est que la culture, c'est la vie. C'est le lien social qui va avec. Je dirais, si vous me permettez de faire un petit peu d'ironie, que c'est le lieu aussi important que le bistrot dans la sociabilité française. Alors parlons justement en pourcentage, on parlait de 3%, je vous rappelle, enfin vous le savez certainement, mais on rappelle à tout le monde que l'Ariège ne pèse que 2,8% de la population de l'Occitanie, qui est une très grande région en termes de population. Donc peut-on un petit peu voir à quelle sauce pourrait être mangée l'Ariège dans cette politique régionale? On sait bien que 3% ça pèse pas lourd. Est-ce que la volonté donc, de votre liste, c'est de s'occuper des petits territoires comme le nôtre? Nous, la particularité, c'est qu'on est un territoire rural et on est un territoire rural de montagne. Ce qui ne vous l'a pas échappé, ressemble un petit peu à une politique qu'avait voulu mettre en place, ou que veut mettre en place l'équipe de Carole Delga concernant la montagne, avec le Parlement de la montagne, avec une nouvelle société d'économie mixte qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais vous allez m'aider, hein, donc c'est la compagnie des Pyrénées. Donc il y a quand même un travail qui est fait sur ou du moins il y a des projets qui sont faits pour des territoires comme le nôtre au niveau de la région Occitanie. Je crois qu'il y a d'abord un débat de fond, mais qui n'est pas politiquement correct, mais je vais quand même l'évoquer. C'est de savoir si la montagne ariégeoise doit être le Disneyland de Toulouse. C'est-à-dire comment
on trouve un développement compatible entre une agriculture de montagne, pour ne prendre que cet exemple, et cette activité touristique qui est fondamentale. Donc vous opposez tourisme et agriculture? J'oppose en tout cas souvent néo-ruraux et agriculture. La difficulté à trouver des terres, la concurrence évidente entre aménagement périurbain, plus généralement l'artificialisation des terres, le fait que la région gère les fonds européens pour la politique agricole commune, alors qu'il faudrait que cette politique agricole commune récompense l'actif et pas la surface. Moi, en tant qu'élu local, je vois la difficulté qu'ont des agriculteurs à s'installer en montagne. Alors je comprends qu'on veuille profiter du patrimoine, de la vue, du cadre de vie exceptionnel. Vous avez mille et mille fois raison là-dessus. Et c'est pour ça que les festivals culturels sont si importants pour animer. Hein. Mais néanmoins, je voudrais revenir sur cette question de l'artificialisation des terres et par ce biais-là, poser la question, la place de l'Ariège dans la région. Par exemple, vous avez dans le nord du département, Saverdun, des gravières. Ces gravières, elles servent à faire du granulat pour des grands travaux inutiles prônés par la région. Je veux dire inutiles, qui ne feront gagner quasiment aucun temps de transport avec une LGV, qui vont polluer, puisque ces gravières sont comblées par des déchets du bâtiment, soi-disant inertes, sauf qu'à l'eau, ça se désagrège. Il y a de l'aluminium, il y a des tas de métaux, de polluants, qui fait que maintenant, dans la région de Saverdun, l'eau elle-même n'est pas potable et elle est même impropre pour l'irrigation. De sorte qu'il faut il faut des conduites d'eau depuis la vallée de la Lèze pour régler tout ça. C'est une agriculture qui est favorisée sur le plan de l'agriculture qui consomme le plus d'eau possible, alors que l'on pourrait associer des plantes fourragères, de la luzerne, etc. Bon. Tout ça est quelque chose d'écologiquement irresponsable. Irresponsable parce que ce qui est subventionné par la PAC, c'est cette agriculture consommatrice d'eau. Regardez dans le journal, le document que l'on vous a donné, les votes sur, par exemple, la méthanisation industrielle. Vous serez stupéfait de savoir qui a voté pour. Regardez qui a voté pour les aides à l'installation des agriculteurs. Comme disait l'autre, c'est abracadabrantesque de voir ce que... Donc, voilà. Mais le meilleur est à venir. Il y a en ce moment des négociations. Et le seul département qui accepte ces gravières, c'est l'Ariège, pour l'ensemble de l'Occitanie. Alors que partout ailleurs en Occitanie, ça va fermer. L'Ariège, est en train de devenir la poubelle de ce point de vue. J'ajoute un point. Pour une gravière qui détruit 1000 hectares de terres agricoles dans les terres arables autour de Pamiers, Saverdun, etc. Il suffirait en zone de montagne, dans ce qu'on appelle des dents creuses, uniquement d'une carrière de 1 hectare pour produire l'équivalent. Donc, on est en pleine contradiction. Et on est en pleine contradiction au moment où il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est-à-dire, le réchauffement climatique, il est là. Entre 1960 et aujourd'hui, la température moyenne en Ariège a augmenté de 2 degrés. C'est l'augmentation la plus significative sur la région Occitanie, à part, je crois, l'Aveyron qui a dû augmenter de 2,1. La moyenne de l'Occitanie, ça doit être 1,8. Mais on joue sur des chouillas. Ça veut dire quoi, 2 degrés? Ça veut dire, on le voit ici, une végétation de type méditerranéen qui gagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1,8 kg de neige en moins par mètre carré. Des réserves en eau totalement
insuffisante. Et au même moment, on vous privatise dans un projet de tourisme de luxe au lac de Montbel. Alors même que ce lac a des réserves normales, suffisantes, même en période de sécheresse, parce que oui, les 2 degrés, ça veut dire 1 mois de sécheresse de plus par an. Mais malgré cela, les réserves sont suffisantes, mais peu importe, on détourne des rivières. Bon, ça ne peut plus durer de cette façon-là. Donc, alors François Lafont, je vais être obligé de vous freiner dans vos élans parce que sinon on va dépasser les scores de vos concurrents, on va dire. Donc on voit que vous êtes vraiment motivé par cette élection. Je n'ai pas de concurrents, j'ai des collègues qui croient, je veux en tout cas le penser. Sincèrement, je ne peux pas penser que pour un certain nombre de personnes, ces élections ne soient qu'une agence de placement. Je suis manque de respect. Encore un petit pic sur les élus. Donc je voulais parler avant qu'on arrête et puis un peu citer les différentes personnalités qui font partie de votre liste en Ariège. Vous avez tous globalement, c'est une question que je pose à tout le monde, un ennemi commun qui est l'ennemi de la démocratie, qui est un petit peu l'abstentéisme qui grimpe à chaque élection. On a un taux d'absentéisme assez important. Est-ce que vous pensez que, alors donc les sondages quand même nous confirment que ça va être un petit peu délicat pour les départementales et les régionales. Est-ce que vous pensez que c'est aussi dangereux que ce que vous venez de dire sur un peu l'abandon de la population ou le manque d'intérêt? Est-ce que c'est un manque d'intérêt de la population de cette politique régionale ou est-ce que c'est autre chose? Vous mettez, comme toujours, le doigt sur quelque chose d'extrêmement important et sensé. D'abord, ça traduit le désarroi, le désespoir. Si on en est arrivé à un point où les électrices et les électeurs se disent que ça ne sert à rien, qu'on a tout essayé, que c'est toujours la même chose, que les promesses sont systématiquement trahies, ça risque effectivement de donner une tentation de voter pour des extrêmes extrêmement dangereux. À ce propos, quand on dit qu'on a tout essayé, je réponds non, on a tout essayé, sauf ce que nous proposons. Quand le Rassemblement national, je sais qu'il ne faut jamais parler de ses adversaires, mais quand même, dit on représente quelque chose de neuf, c'est faux. Parce que je vous l'ai montré, cette banalisation, cette macronisation du lepénisme, cette lepénisation du macronisme, à ne plus savoir qui parle entre Darmanin et Mariani, la présence de Jadot, la présence de Faure, la lettre de Delga, quand les valeurs républicaines sont menacées, non, c'est plus possible. Alors, il faut, et nous pensons que nous pouvons le faire, à tous les exclus, à tous ceux qui souffrent réellement, les chômeurs, les précaires, les mal logés. Il faut redonner à la fois espoir et esprit de résistance. Et c'est ce à quoi, enfin, c'est ce qui en tout cas moi fonde tous mes engagements, et notamment dans ce combat électoral. Je ne suis pas là pour être absolument, je veux dire, ce que nous disons, nous le ferons. Alors, on va tenter de... on invite les gens à essayer de retrouver le goût du bonheur. C'est un peu le slogan que vous avez choisi avec Myriam Martin pour le mouvement L'Occitanie populaire. On rappelle donc parmi vous et parmi les Ariégeois qui sont sur la liste de l'Occitanie populaire, nous avons Nadine Borriès de Saverdin, Lucas Gracia que j'ai eu au téléphone ce matin de la Roque-d'Olme, Michel Collin de la Bastide de Salat, Fabien Collin, que l'on connaît aussi de la vallée de la Riselaise, Isabelle Sambrès, c'est ça, de Saint-Jean-du-Falga. Donc vous n'êtes pas tout seul et vous êtes sur le terrain en ce moment. On vous remercie d'être venu sur le plateau d'azinat.com et bon courage ou du moins... C'est moi qui vous remercie parce que dans ce contexte très difficile, tous les médias
joue un rôle fondamental de sauvegarde de la démocratie. Donc je vous dis un grand merci. Merci.